Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi dans l'hémicycle la discussion d'une proposition de résolution qui vise à améliorer la condition des ressortissants roumains et bulgares. À mes côtés pour en parler, Aline Archimbaud, sénatrice Europe Écologie et Les Verts de Seine-Saint-Denis. Bonjour, alors vous êtes à l'origine de cette proposition de résolution. Hier, un décret est paru au journal officiel qui donc permet un meilleur accès, un élargissement de l'accès à l'emploi des ressortissants roumains et bulgares. C'est ce que vous demandiez en partie. Est-ce que vous avez obtenu gain de cause ? Je me félicite bien évidemment de cette décision du ministère du Travail et du ministère de l'Intérieur. Je pense qu'elle va tout à fait dans le bon sens et je m'en réjouis. Et il me semble que justement c'est l'occasion que le Sénat, on verra s'il me suit aujourd'hui dans son vote, émette le souhait que définitivement on lève ce qu'on appelle les mesures transitoires qui, de fait, c'est ce que nous avons vu dans les auditions que nous avons organisées, de fait bloquent presque totalement l'accès à un emploi légal, donc à un revenu légal pour les ressortissants bulgares et roumains, et uniquement pour ces ressortissants européens-là. Et parmi eux, il y a des gens en situation de grande précarité, notamment les Roms, et je pense qu'il faut en finir avec cela. Et donc, il serait assez logique, après cette très bonne décision du gouvernement, qu'on en finisse aussi avec les mesures transitoires qui, de fait, dans ces conditions, présentent surtout des aspects négatifs parce qu'elles demandent aux services administratifs des contrôles longs pour établir les autorisations de travail. Elles ralentissent tout et de fait, elles compromettent la signature des contrats de travail. Il faut immédiatement après, si c'était fait, voir les questions d'hébergement, qui sont évidemment très fortes. Et là aussi, je pense qu'on peut trouver une mobilisation forte parmi les associations, parmi les citoyens roumains et bulgares eux-mêmes, qui ne demandent pas la charité, qui sont prêts à se mobiliser, par exemple, dans des campagnes d'autoconstruction. Et nous devons demander des financements européens. La France peut demander des cofinancements européens, peut demander à s'appuyer sur les régions, peut demander à tout ce que font aujourd'hui déjà un certain nombre d'élus locaux qui se sentent bien seuls. Parce que tous les efforts qu'ils font en matière de santé, d'hébergement, d'accès à l'école, à un moment donné, sont bloqués parce que les personnes qui sont accueillies dans leur dispositif ne trouvent pas d'emploi et donc n'ont pas de ressources légales. Et sans accès à des ressources légales, on a une situation où ils sont rejetés dans l'illégalité, c'est-à-dire le travail illégal et tout ce qui va avec. Et ça n'est pas bon. Une réaction à la politique menée par Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, sur le démantèlement des camps de Roms. Il a dit fermeté. Il avait même dit que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, reprenant les propos de Michel Rocard. Je pense que tout est lié. Moi aussi, je suis pour la disparition des bidonvilles et bien entendu contre les trafics, les mafias en tout genre. Mais si on veut arriver avec une base objective pour régler les problèmes, il faut que ces populations aient les mêmes droits que tous les autres Européens. Les Hongrois, les Polonais, les Italiens, les Portugais en France ont un accès au travail légal dans certaines conditions. Il faut que les Roumains et les Bulgares aient les mêmes droits, pas plus, pas de privilèges, mais pas moins. Et avoir la possibilité de ressources légales, de revenus légaux, c'est le début d'une possibilité d'intégration et donc après d'une mobilisation sur les autres problèmes qui existent en effet très forts. Hébergement, santé, éducation. Tout de suite, donc, direction l'hémicycle pour suivre ce débat. Bon après-midi à tous. L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de loi relative aux ressortissants de nationalité roumaine et bulgare, présentée en application de l'article 34.1 de la Constitution par Madame Aline Archimbaud et les membres du groupe écologiste. Dans le débat, la parole est à Madame Aline Archimbaud, auteure de la proposition de résolution. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, lors de mon arrivée au Sénat l'année dernière, j'ai souhaité commencer un travail de fond concernant la situation de certains de nos concitoyens européens, les ressortissants roumains et bulgares, et parmi eux, les plus précaires économiquement,
communément désignés comme Roms, bien que tous n'appartiennent pas au peuple rom. Mon expérience d'élu local m'avait amené à être témoin des conditions de vie misérables dans lesquelles beaucoup d'entre eux vivent, ou plutôt survivent, et des préjugés dont ils sont victimes dans la société française et européenne, et qui débouchent sur bon nombre de discriminations et de mauvais traitements. Cette situation m'a paru indigne de notre République. J'ai donc pris contact avec les acteurs de terrain engagés à leur côté, associations et ONG, élus et simples citoyens, mais également avec des ressortissants roumains et bulgares, car on ne fait pas bien pour les gens qu'avec eux. Ceci afin de mieux comprendre quels étaient les obstacles et difficultés rencontrés au quotidien et d'identifier les leviers à actionner afin de permettre une bonne intégration de ces populations. Tous ont répondu présents et je souhaite les en remercier chaleureusement, ainsi que saluer amicalement ceux qui sont présents aujourd'hui dans les tribunes. Sans eux, ce travail n'aurait pas été possible. Nous avons donc organisé, à partir de novembre 2011, des réunions de travail au Sénat et des déplacements dans plusieurs régions, dans les campements illégaux, sur les terrains conventionnés, dans les dispositifs d'insertion, afin de prendre la pleine mesure de la situation. La direction de l'initiative au Sénat a organisé des auditions et je la remercie pour la qualité du travail qu'elle a accompli. Nous avons donc entendu les responsables nationaux, mais aussi locaux, de la plupart des grandes associations qui interviennent sur le terrain, associations de défense des droits de l'homme, associations de solidarité et de lutte contre la pauvreté, associations de médecins humanitaires. Nous avons également entendu de nombreux élus locaux, de toutes couleurs politiques, des responsables administratifs et des concitoyens roumains et bulgares. Tous soulignent les situations d'errance permanente qui posent de graves problèmes d'accès aux soins. Le terme d'urgence sanitaire a été martelé par les médecins auditionnés et on peut également lire le rapport de l'Observatoire régional de santé d'Île-de-France intitulé « Situation sanitaire et sociale des Roms migrants en Île-de-France » et qui est malheureusement très clair sur cette question. Et beaucoup d'autres difficultés, difficultés de scolarisation et bien d'autres, vous le savez. Permettez-moi une brève parenthèse historique. L'histoire des Tziganes et des Roms est faite depuis de nombreux siècles de réduction en esclavage, de stigmatisation, de persécution, allant jusqu'à l'extermination par le régime nazi. Sur 1 million de personnes dites tziganes vivant en Europe à la fin des années 1930, et plus spécialement en Europe de l'Est, entre 25 à 50% furent tués pendant la Seconde Guerre mondiale et beaucoup déportés à Auschwitz, Jasenovac, Buchenwald. Aujourd'hui encore, les Roms sont victimes de discrimination dans leur pays d'origine, mais également dans leur pays de résidence. Les préjugés sont tenaces envers cette population soupçonnée de se livrer à des actes de délinquance, de se complaire dans l'inactivité et de vivre des aides sociales. Or, les Roms présents en France sont le plus souvent des migrants économiques que la très grande précarité a poussé à quitter leur pays d'origine. Les témoignages recueillis lors des auditions qui ont précédé l'élaboration de cette proposition ont fait ressortir de façon très convergente leur volonté de trouver un emploi pour subvenir à leurs besoins et de scolariser leurs enfants, à l'opposé de la vision culturaliste développée par certains qui postulent que les Roms ne souhaitent ni travailler ni s'intégrer. Par ailleurs, la méfiance envers ces populations est également confortée par l'idée d'une arrivée massive de Roms en France. Or, leur nombre sur le territoire français reste stable. Depuis le début des années 2000, il est comparativement faible. Environ 15 000 à 20 000 Roms maximum vivent sur tout le territoire. Toutes les estimations convergent sur ce point. Très majoritairement de nationalité roumaine et bulgare, les Roms vivant en France doivent surmonter donc un très nombre d'obstacles, au premier rang desquels nous est apparu que figurent les mesures transitoires des traités d'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l'Union européenne, signés en 2007. En effet, bien que citoyens d'un pays membre de l'Union européenne, ils ne disposent pas aujourd'hui des mêmes droits que les autres ressortissants européens en France en matière d'emploi, alors que tous les autres
ressortissants européens peuvent avoir accès au marché du travail français dans les mêmes conditions que les citoyens français. Les Roumains et les Bulgares restent assujettis, en matière d'accès à l'emploi, aux mêmes obligations que les étrangers non communautaires souhaitant travailler en France, être en possession d'un titre de séjour et obtenir une autorisation de travail. Les textes communautaires autorisent, pour les pays qui le souhaitent, le maintien de telles mesures jusque fin 2013. La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a critiqué cette situation dans sa délibération numéro 2009-372 du 26 octobre 2009 en soulignant, je cite, « Depuis l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, les ressortissants de ces États ne sont ni considérés comme les autres communautaires, ni comme des migrants non communautaires. » L'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie a permis, à partir du 1er janvier 2007, aux ressortissants de ces deux pays, comme de tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union, de pouvoir bénéficier, je cite, du droit de circuler ou de séjourner librement sur le territoire des États membres. La directive européenne 2004-38 restreint cette liberté. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de 3 mois s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre au cours de son séjour et s'il dispose d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil. Or, les délais que nous avons constatés dans les auditions que nous avons organisées et dans les témoignages que nous avons récoltés nous font constater que pour l'obtention de ces autorisations, les délais sont très longs et souvent, ce que nous avons constaté dans notre travail, ce sont des délais qui vont au-delà de 5, 6, quelquefois jusqu'à 9 mois, ce qui, évidemment, décourage les employeurs. Chers collègues, depuis quelques mois, le contexte national sur cette question a beaucoup changé et je m'en réjouis. Le 22 août dernier, Monsieur le Premier ministre a présidé une réunion de travail à laquelle 9 ministres ont participé. Il a clairement été rappelé que c'est une question d'humanité et de respect des principes fondateurs de la République qui appelle à traiter de façon égale et digne toute personne en situation de difficulté sociale. Un certain nombre de mesures extrêmement positives ont été prises. Suppression de la taxe due par l'employeur à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mise en place d'une mission de coordination de différents ministères concernés et d'interface avec le monde associatif auprès du Premier ministre. Et il y a 4 jours, le 11 octobre, les ministères de l'Intérieur et du Travail ont annoncé que la liste des métiers autorisés pour les Roumains et les Bulgares en France, sans principe d'opposabilité, va être élargie de 150 à 291, dans des secteurs, notamment, où les employeurs peinent aujourd'hui à recruter. La diminution de toutes ces restrictions va dans le bon sens et, bien sûr, nous nous en félicitons. Mais justement, dans ces conditions, à quoi bon surcharger les administrations et les services qui ont déjà fort à faire par ailleurs, on le sait, pour le contrôle d'une liste qui est désormais très élargie et pour le maintien d'une norme, en quelque sorte, qui ne présente, à mon avis, plus aucun avantage, mais qui, en revanche, bloque l'accès à un revenu légal. Et dans ces conditions, nous semble-t-il, il vaut mieux aller jusqu'au bout et simplifier la procédure. Chers collègues, il faut sortir de cette situation absurde. Absurde sur un plan financier. L'aide au retour humanitaire coûte, ce sont les chiffres officiels, 3 millions d'euros par an à notre pays, sans compter les frais de fonctionnement, dont je n'ai pas pu trouver les sommes, mais qui sont, à mon avis, importantes. 3 millions d'euros par an, et c'est une mesure, je le dis objectivement, je le constate objectivement, totalement inefficace, qui ne règle rien, puisque les Roumains et les Bulgares peuvent revenir librement sur notre territoire. Ils sont européens. De plus, s'ils avaient accès librement au marché du travail, ce serait autant de cotisations sociales qui tomberaient dans les caisses de l'État. Cette situation est également absurde, me semble-t-il, sur un plan économique.
Certes, la France est en situation de crise économique grave et de chômage massif, préoccupant, mais nous parlons ici environ de 5000 adultes dans des corps de métier dont beaucoup manquent cruellement de main-d'œuvre actuellement, et donc pour beaucoup des métiers non concurrentiels. Alors, on arguera aussi du risque d'un appel d'air. Je n'ai pas vu d'appel d'air, ni en Italie, pays qui a suspendu ces restrictions, ces mesures de restriction fin 2011, il y aura bientôt un an, ni en Irlande, pays qui les a suspendues il y a environ un mois, ni dans les 19 autres pays qui les ont déjà suspendues, puisqu'il ne reste plus que 7 pays qui ont maintenu ces mesures. Et le 18 novembre 2008, la Commission européenne a rendu public un rapport sur, je cite, « les effets de la libre circulation des travailleurs élargie aux nouveaux membres de l'Union européenne ». Ce rapport ne concluait à aucun impact négatif significatif sur les salaires, sur les emplois locaux, sur les finances publiques ou sur les systèmes de protection sociale des pays d'accueil. D'autre part, si nous voulons construire l'Europe, quelles que soient les difficultés, nous ne pouvons pas admettre qu'il existe longtemps des concitoyens européens de seconde catégorie, qui auraient moins de droits que les autres. Ce n'est pas une bonne base pour construire l'Union européenne. La Roumanie et la Bulgarie sont, en France, les 2 seuls pays sur les 24 autres pour lesquels ces mesures de dérogation ont été demandées par la France. Et la réciprocité n'existe pas. Un citoyen français en Roumanie ou en Bulgarie n'a pas à demander une autorisation spéciale de travail. Alors, soyons clairs, chacun doit assumer ses responsabilités. Et dans cette situation, il y a une triple responsabilité. Celle des gouvernements roumains et bulgares qui doivent prendre les mesures de faire cesser les discriminations et les persécutions à l'égard des Roms. Celle de l'Union européenne qui doit veiller à ce que les fonds européens, et ils sont très importants, que ces fonds européens qui sont destinés à financer des projets d'intégration de ces populations dans toute l'Europe, qu'ils soient bien utilisés à cela et distribués en toute transparence. Et nous en avons aussi besoin en France. Mais, troisièmement, il y a aussi la responsabilité de la France qui ne peut pas se défausser et qui doit permettre un accueil digne à nos concitoyens lorsqu'ils sont sur notre territoire. Il n'y a aucune particularité ethnique, raciale, génétique qui empêcherait les Roms de s'intégrer. Les auditions, tous les témoignages des acteurs de terrain que nous avons reçus, tous le confirment. Dans la majorité des cas, ces populations montrent des formes extraordinaires de solidarité, de courage, de fierté, une farouche volonté de s'intégrer et de réels talents. On compte parmi eux des musiciens célèbres, des artistes et bien d'autres qui ont réussi. Savez-vous que la jeune fille qui a reçu ici même, au Sénat, en mars 2012, la médaille d'or des apprentis de France, des meilleurs apprentis de France, est une jeune fille rome qui avait été scolarisée un peu moins de 5 ans avant. Comme dans tous les bidonvilles, comme dans toutes les favelas du monde, on trouve aussi parmi eux une fraction très minoritaire de comportements délinquants, voire criminels. Il n'y a aucune complaisance à avoir avec ces réseaux, bien sûr, mais leur existence ne peut servir de prétexte à ne pas avancer par ailleurs avec la grande majorité de cette population. Si les mesures transitoires sont levées, ce sera l'aboutissement d'un processus engagé aujourd'hui par le gouvernement. Ce sera la possibilité pour tous les Roumains et Bulgares présents en France de rechercher un travail légal et donc d'avoir des ressources légales. Ce sera un signal fort aussi pour tous les réseaux qui se battent à leur côté et qui sont prêts à engager une dynamique positive d'intégration. Permettre un travail légal et donc un revenu légal sera la base objective pour mettre en œuvre un plan d'intégration qui permette aussi de traiter le problème de l'hébergement et donc la disparition des bidonvilles, source de tensions sociales et terreau des mafias et des réseaux d'exploitation. Ce sera la fin d'une discrimination en France entre les pays européens, une discrimination qui n'a aucun sens aujourd'hui, aucune efficacité. Ce sera l'établissement des mêmes droits pour tous nos concitoyens européens sur le territoire français. Notre pays est confronté aujourd'hui à de grands défis
3 millions de chômeurs, 7 millions de précaires, la nécessité d'un immense effort pour relancer l'économie, l'industrie et faire face à une grave crise internationale, il ne peut se permettre d'être divisé par des tensions inutiles. Chers collègues, en votant cette résolution, en souhaitant la levée maintenant de ces mesures transitoires, le Sénat peut peser dans le bon sens dans le débat public. Sa voix pèse, vous le savez. En faisant cette proposition, je ne suis pas dans l'angélisme. Comme vous, je suis attachée à la disparition des bidonvilles. Je suis contre le travail illégal, contre la mendicité agressive et contre la surexploitation des enfants, pour la poursuite et la répression des trafics en tout genre. Mais je constate que le système des mesures transitoires bloque aujourd'hui l'accès à un droit normal, c'est-à-dire à un travail, à un revenu légal. Il bloque aussi réglementairement les postes d'insertion, les postes d'apprentissage, les postes en alternance, l'accès à la formation de droit commun. Et donc, il empêche de créer une base objective pour dépasser la situation et pour aborder évidemment les autres questions importantes qui sont celles notamment de l'hébergement, de la santé et de la scolarisation. Je demande pour les Roumains et les Bulgares les mêmes droits que pour les autres citoyens européens sur le territoire français. Donnons-leur les mêmes droits d'accès aux revenus, pas plus, mais pas moins. Nous ne demandons aucun privilège spécial pour eux, simplement une égalité des droits. Le meilleur moyen de permettre de lutter contre toutes les pratiques illégales, c'est de donner cette égalité. Et pour terminer, je voudrais rapidement rappeler les récents événements, par exemple à Marseille. Ils nous appellent, chers collègues, à faire preuve de responsabilité. Des habitants d'un quartier très pauvre de Marseille s'en sont pris à un campement rom, sont allés brûler les affaires, et vous savez bien que cela aurait pu dégénérer beaucoup plus gravement. Ces tensions entre groupes d'habitants, en difficulté les uns et les autres, sont inquiétantes. On le sait, des tensions du même type existent dans d'autres villes. Les élus, les parlementaires, les pouvoirs publics ont un devoir absolu devant cette situation, ne pas jeter de l'huile sur le feu, mais au contraire mettre en place des dispositifs d'apaisement, des décisions structurelles qui permettent d'avancer vers l'intégration, le maintien de la sécurité et de la cohésion sociale. Ces récents événements nous montrent qu'il y a urgence. Voilà pourquoi ce projet de résolution émet le souhait que le gouvernement demande la levée maintenant des mesures transitoires, sans attendre début 2014. Et il en a le pouvoir, la démarche est simple, il n'y a pas besoin d'une nouvelle loi. En conclusion, cette résolution répond aux soucis d'un bon nombre de collègues élus dans les municipalités et les communautés d'agglomération de toutes couleurs politiques. Nous sommes allés à Bordeaux, nous sommes allés dans la région nantaise, dans le Nord-Pas-de-Calais, à Strasbourg, en Alsace. Nous sommes allés dans tous les départements d'Île-de-France. Ces élus, aujourd'hui, ces collègues qui se sont engagés, qui ont engagé leur collectivité dans des démarches et dans la création de lieux d'accueil, de médiation, d'insertion, qui ont essayé d'avancer sur les questions de logement, de santé, d'accès à la scolarité, sont bloqués parce que, y compris les personnes qui sont dans des dispositifs, ont d'énormes problèmes à avoir accès au travail, pour les raisons que je vous ai dites. Et donc, on a là le risque, la fragilisation de dispositifs, et ils nous ont clairement alertés lors des auditions, des dispositifs qui ont pourtant été financés par de l'argent public, et souvent avec, au départ, le soutien du gouvernement, qui sont fragilisés et mis en danger, parce qu'ils sont interpellés sur le fait qu'on n'aboutit pas. Cette résolution en appelle donc, chers collègues, à l'apaisement, sur un sujet dont l'importance a été, avant mai 2012, artificiellement gonflée par populisme ou par électoralisme. Je vous rappelle qu'elle concerne au maximum 20 000 personnes en France, sur toute la France, en comptant les enfants et les personnes âgées. Cette résolution en appelle à en finir avec les préjugés et les discriminations. Elle en appelle à établir une égalité de droits entre les citoyens européens qui sont sur notre territoire. Et elle en appelle à mettre en place en France un accueil digne des traditions de notre République. Je terminerai en citant Václav Havel, citation, « La façon dont sont traités les tziganes représente le vrai test, non seulement pour une démocratie, mais d'abord pour une société civile. Réussissons ce test ensemble, au nom
de l'apaisement, au nom de l'égalité des droits. Chers collègues, j'ai confiance en vous et je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Archimbaud. Mes chers collègues, la conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs valaient explication de vote. Donc, dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Pierre Hérisson pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Madame la sénatrice Archimbaud, l'inscription à l'ordre du jour de la proposition de résolution relative aux ressortissants de nationalité roumaine et bulgare, présentée en application de l'article 34.1 de la Constitution, me permet de m'exprimer à cette tribune aujourd'hui à double titre. Tout d'abord, en tant qu'orateur au nom du groupe UMP, avec mon collègue Pierre Charon, et ensuite comme expert, représentant pour la France depuis 2011 au sein du CAROM, donc la Commission de Rome, au sein du Conseil de l'Europe. Le CAROM est le comité ad hoc d'experts sur les questions roms du Conseil de l'Europe, dont on ne parle que trop peu, malheureusement, au niveau national. Ce comité se réunit plusieurs fois par an à Strasbourg et plus récemment à Istanbul et en Macédoine. Si les problématiques relatives à ces populations doivent être abordées sous le prisme de la dignité humaine, il importe avant tout pour nous de répondre à une question précise qui touche au véritable fond du problème, qu'est l'avenir pour ces personnes sur le territoire européen dans les conditions actuelles. Cela ne peut se faire qu'à une seule condition, être à la hauteur du mandat qui est le nôtre, ce qui implique dépassionner le débat, l'appréhender loin de la démagogie ambiante, préciser avec la plus grande rigueur le cadre des problématiques qu'il recouvre. Il convient dans un premier temps de préciser les termes. Les populations de nationalité bulgare et roumaine dont vous faites état dans votre proposition de résolution, Madame, sont communément appelées Roms. Dans leurs pays respectifs, ils appartiennent à une minorité ethnique d'origine et ils sont constitutionnellement reconnus comme tels, ce qui n'est pas le cas en France. Notre République, qui est une et indivisible, ne reconnaît pas dans sa Constitution l'existence de minorités ethniques. En France, ces populations sont bien souvent considérées comme des gens du voyage, amalgame qu'il faut absolument éviter. Ce d'autant que les gens du voyage sont de nationalité française et ont un véritable statut pour lequel j'ai d'ailleurs déposé il y a peu de temps une proposition de loi en vue de l'amélioration du statut en direction du droit commun, parce qu'ils sont précisément, certes, des ressortissants de l'Union européenne, mais aussi des citoyens de la République française. Après cette précision indispensable, je tiens à attirer votre attention sur un constat simple. Les Roms passent quotidiennement nos frontières et s'installent là où ils le peuvent, pas toujours là où ils le souhaitent. Ils y vivent dans des campements de fortune, faute d'autres solutions. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un péril humanitaire et social. Sur ce point, nous sommes tous d'accord. Alors arrêtons de céder aux sirènes de la bien-pensance ambiante, distillant l'idée que d'un côté, il y aurait les vilains persécuteurs de Roms et de l'autre, les bien-pensants. Ce sujet complexe, qui mériterait d'ailleurs plus d'une seule heure de débat, nécessite surtout de la part des élus qu'ils appréhendent la réalité sans parti pris. Aucun des élus des collectivités que nous sommes et que nous représentons ne peut nier que l'un des premiers problèmes tient au fait que ces campements sont illégaux. Ce, contrairement à ceux des gens du voyage pour qui les collectivités s'organisent, aménagent des aires de stationnement, répondent à une législation existante contraignante, mais respectée, même s'il nous reste encore beaucoup de choses à faire sur ce point. Votre résolution, Madame Archimbaud, si elle a le mérite que nous puissions débattre de ce sujet à la Haute Assemblée, laisse à croire que les discriminations en France envers les Roms seraient d'ordre ethnique. Je ne peux pas souscrire à cette définition. De même, vous n'abordez ce problème que sous le prisme de l'expulsion et de la reconduite à la frontière. Or, le problème est d'une double nature. La circulation de ces personnes et l'illégalité de leurs installations, ce alors même que ces personnes peuvent circuler librement dans l'espace européen, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Aussi, sur ce point,
Vous qui avez tant critiqué la politique de l'ancienne majorité, y compris tout à l'heure, je tiens à faire observer que depuis le 6 mai dernier, les expulsions des terrains et les reconduites à la frontière n'ont pas cessé, ce qui démontre, sans polémique, bien la difficulté à régler ce problème. Cet été, ce sont plus de 1500 Roms qui ont été évacués à travers la France, dont 550 au moins en moins de 2 mois dans l'agglomération lyonnaise, même s'il faut souligner que 95 personnes ont été régularisées sur place à l'initiative du préfet de région. Le 9 août, 2 charters décollaient de l'aéroport de Saint-Exupéry en direction de Bucarest, avec à leur bord pas moins de 240 personnes. Dans votre proposition de résolution, vous demandez la levée anticipée des mesures transitoires qui limitent l'accès au marché de l'emploi et de ses ressortissants roumains et bulgares. C'est bien de cela dont il s'agit. Laissez-moi vous répondre, et ce, avec tout le respect que je vous dois, est-ce bien réaliste ? Je pose la question, vraiment, est-ce bien réaliste ? La libre circulation des biens et des personnes, mais aussi des travailleurs, s'inscrit comme l'un des principes fondamentaux de l'Union européenne, mais la France, tout comme 9 autres États, applique des restrictions à l'égard des travailleurs de Roumanie et de Bulgarie. Cette dérogation temporaire prendra fin le 1er janvier de 2014, c'est-à-dire dans un peu plus de 15 mois. Pourtant, la période transitoire n'est pas un caprice, elle est nécessaire. La sous-estimer comme période propice à la réflexion risquerait d'aggraver la situation au lieu de la résoudre. En demandant la levée de cette période transitoire, vous revenez sur un mécanisme européen adopté et appliqué par nos partenaires européens. Et sur ce point, il ne s'agit pas de Roms, de Bulgarie ou de Roumanie, mais d'un mécanisme applicable à de futurs ressortissants européens qui pourront d'ailleurs s'inscrire sur les listes électorales pour les élections locales dès 2014. C'est pourtant un sujet sur lequel votre majorité est très active, tout autant qu'elle participe à créer des amalgames au détriment des ressortissants étrangers en situation régulière. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur une autre réalité, celle de la mendicité organisée, des vols à la tire, de la délinquance. Ce n'est pas autre chose que l'exploitation de la misère humaine par d'autres sur notre territoire national. Aujourd'hui, appréhender les Roms implique de s'attaquer aux réseaux qui les exploitent. Aujourd'hui, et qui s'étendent parfois jusqu'à la prostitution. Le paradoxe pour les services de l'État français, c'est que ces populations sont à la fois des victimes et des acteurs de ces fameux réseaux. Alors ne faudrait-il pas mettre cette période transitoire à profit pour trouver des solutions d'adaptation à une situation totalement schizophrénique? Vous préconisez des solutions alternatives qui, de toute évidence, ne sont pas prêtes ou alors dans une autre dimension. Les milieux associatifs le constatent chaque jour et contrairement aux promesses d'un candidat à la présidence de la République, les vagues d'expulsion n'ont pas été suivies de relogement. Les familles quand elles n'étaient pas reconduites à la frontière ont continué d'errer dans les rues, de dormir dans les jardins publics ou dans les friches industrielles. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas réalisable dans un tel délai. Nous n'en avons pas les moyens, quelle que soit la majorité en place dans notre pays. C'est pourquoi cette période transitoire est obligatoire, impérative, et au regard de la complexité de la situation à laquelle nous avons à faire face, nous sommes en droit de nous demander si elle est même assez longue. Ce d'autant plus que nous subissons les effets d'une très grave crise économique. Nous n'avons pas les moyens d'une politique de générosité et d'intégration massive. Beaucoup de gens souffrent en France dans différents secteurs de notre société. Il n'y a pas de hiérarchie dans la misère. Il n'est pas scandaleux de vouloir traiter et répondre à des questions sociales et économiques nationales préexistantes, à l'intégration de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'Union européenne. Je pense à la situation des gens du voyage, qui sont des citoyens français. Je vous parle de 400 000 personnes. Sur un sujet ou sur tous les bancs ici, je pense que vous m'accorderez 10 ans de travail et de travail important pour faire évoluer et mettre en application la loi Besson, sur lequel je souhaite que nous puissions prochainement voter un texte de mise à jour et d'évolution de la loi Besson de 2000, qui a été la pierre fondatrice de ce que nous avons fait pour les personnes qui ont décidé de vivre en itinérance dans notre pays. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Aussi, je vous renvoie aux derniers travaux du CAROM, qui reflètent et participent à l'élaboration de la position européenne sur le sujet.
à savoir la budgétisation d'une véritable politique de développement et d'inclusion de ces populations dans leur pays d'origine chaque fois que cela est possible. Développer le programme européen destiné à favoriser l'inclusion de ces populations en Roumanie et en Bulgarie doit être notre priorité absolue. La Roumanie et la Bulgarie doivent respecter leurs engagements et assumer leurs responsabilités. Ces pays doivent mettre en place ces véritables programmes pour lesquels, aujourd'hui, pour le moins, on peut démontrer de grandes lacunes. Lorsque je me suis entretenu avec l'ancien ministre de l'Intérieur roumain et avec le secrétaire d'État chargé à la réintégration des Roms de Roumanie à Bucarest, j'ai compris une chose. Si ces deux ministres sont attachés au respect des décisions européennes conditionnant leur future intégration à l'Union européenne, ils ne m'ont jamais répondu quant à l'utilisation des crédits européens dédiés à l'amélioration des conditions de leur minorité. Cela est proprement inadmissible. Aussi, malgré les bonnes intentions de votre texte, adopter votre proposition de résolution serait véritablement contre-productif. Le signal envoyé aux États bulgares et roumains n'est autre, en dépit de millions d'euros que vous percevez grâce aux contribuables européens, ne faites rien pour gérer vos minorités, car la France s'occupe de tout et endosse la responsabilité à votre place. Adopter votre résolution reviendrait à décrédibiliser l'Europe puisque vous reniez les mécanismes mis en place par nos partenaires européens qu'il nous faut respecter. Adopter votre proposition de résolution, c'est avoir la prétention de croire qu'une initiative nationale française peut se substituer au travail mené avec nos partenaires en faveur de ces populations. Alors que l'Espagne vient de réduire les possibilités d'accès au travail, la crise est une évidence là-bas aussi et peut-être plus que chez nous. C'est désacraliser le nécessaire respect des engagements auxquels doivent se conforter les États candidats et en phase d'intégration. C'est tout simplement décrédibiliser le processus d'adhésion et d'intégration à l'Union européenne dans ses principes et le respect des engagements. Enfin, c'est laisser croire aux associations et à ces populations que nous sommes en capacité de les accueillir dignement et que nous pouvons nous dispenser de solutions qui ne peuvent être qu'européennes et transitoires. Alors, Madame Archambault, aussi louables que soient vos intentions, et je vous l'accorde, vous comprendrez que le groupe de l'UMP votera contre cette proposition. Merci, mon cher collègue. Dans la suite de la discussion, la parole est à Monsieur Jean-Yves Lecomte pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la sénatrice Archambault, mes chers collègues, la semaine dernière, l'Union européenne s'est vue attribuer le prix Nobel de la paix. Ainsi, l'une des plus formidables constructions politiques de l'après-guerre a été récompensée pour avoir institué en Europe un espace de paix et de sécurité définissant une citoyenneté européenne, garantissant des droits fondamentaux comme la liberté de circulation et d'installation. Force est de constater que cette construction fragile, complexe, ne va pas de soi, qu'elle provoque, lors de chaque phase d'intégration, des moments de crainte et de doute. Ces moments sont encore plus difficiles, voire risqués, lorsque la situation économique et sociale est douloureuse, engendrant d'inévitables tensions. Il était toutefois historiquement symbolique et politiquement nécessaire de ne pas laisser de côté une partie significative de l'autre Europe après le grand élargissement de 2004. Cette conviction a dominé l'ensemble des négociations d'entrée dans l'Union européenne de la Roumanie et de la Bulgarie. Mais intégrer ces États, qui disposent d'un PIB de l'ordre de 25% de la moyenne des PIB des États de l'Union européenne, représentait un enjeu administratif et économique très important. Lorsqu'on regarde aujourd'hui les situations politiques en Hongrie et Roumanie d'une part, en Ukraine de l'autre, on mesure combien ce volontarisme politique était indispensable pour éviter tout retour en arrière sur le plan démocratique. Comme en 2004, et les vagues migratoires venues de Pologne et des Pays-Bas, surtout vers l'Irlande et le Royaume-Uni, la libre circulation a vite engendré une inquiétude. Les Roumains et les Bulgares n'allaient-ils pas déferler sur le marché de l'emploi déjà très tendu et engendrer un appel à la baisse des salaires? C'est face à cette crainte que des États membres ont souhaité mettre en place des mesures transitoires de protection de leur marché du travail. C'est encore le cas aujourd'hui pour la France, mais aussi pour l'Allemagne ou l'Espagne. Pourtant, un rapport de la Commission
sur le fonctionnement des dispositions transitoires sur la libre circulation des travailleurs en provenance de la Bulgarie et de la Roumanie, en date de novembre 2011, a évalué l'impact de ces mesures transitoires tant pour la Bulgarie et la Roumanie que pour les pays de migration. C'est à cette date que la seule étude d'impact de référence sur la question a été publiée. Et que dit ce rapport ? Indépendamment de leur participation au marché du travail, on estime à peu près 2,9 millions de personnes le nombre de ressortissants bulgares et roumains installés dans l'un des 25 autres pays de l'Union européenne. Et cette mobilité est souvent antérieure à la date d'adhésion de ces pays à l'Union européenne. L'Italie, l'Espagne et l'Allemagne hébergent plus de 75% de l'ensemble des travailleurs bulgares et roumains. Les flux de mobilité suivent bien évidemment les périodes de croissance économique. Ainsi, l'arrivée de travailleurs bulgares et roumains s'est fortement ralentie depuis 2009. Et quand l'Espagne a réintroduit le 22 juillet 2011 des restrictions, déjà plus de 50% des travailleurs migrants en provenance de ces deux États avaient déjà quitté l'Espagne car ils étaient privés d'emploi. Les profils professionnels des travailleurs migrants sont rarement qualifiés et les métiers concernés directement liés à la conjoncture économique, construction, services domestiques, hôtellerie, restauration. Pourtant, comme le montrent en France des études réalisées par Pôle emploi, plusieurs de ces métiers font aujourd'hui l'objet de nombreuses offres d'emploi non pourvues. Surtout, ce rapport de la Commission, au-delà de la simple analyse statistique, tire des conclusions importantes pour l'analyse de la résolution qui nous est soumise aujourd'hui. D'une part, je cite, « Il est clair que les citoyens mobiles récemment arrivés en provenance de Bulgarie et de Roumanie ont joué un rôle très mineur dans la crise du marché du travail des différents pays. Par exemple, en 2010, ils représentaient seulement 1% de l'ensemble des personnes au chômage dans les pays de l'Union, des 15 anciens pays de l'Union européenne, contre 4,1% pour des ressortissants des pays tiers récemment arrivés. D'autre part, la vaste majorité des citoyens mobiles récemment arrivés de Bulgarie et Roumanie participent au marché du travail dans la même mesure que la population moyenne, voire de manière plus importante. Dans l'ensemble, ils ont joué un rôle positif pour les économies des pays d'accueil. Ce sont ces conclusions de la Commission qui ont incité le Parlement européen à adopter le 15 décembre 2011 une résolution sur la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne. Résolution votée aussi bien par le PPE, le PSE, les libéraux que les Verts européens. Tout comme une résolution sur les mesures d'encouragement à la mobilité des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne le 25 octobre 2011. Il faut souhaiter, chers collègues, que notre attachement à la construction européenne nous conduise aujourd'hui à faire un choix similaire. Aujourd'hui, ma collègue Aline Archimbaud nous propose de voter une résolution relative aux ressortissants de nationalité roumaine et bulgare. Beaucoup ont voulu y voir une résolution essentiellement destinée à favoriser l'insertion en France des migrants roms, et c'est en partie vrai. À ce stade, plusieurs remarques méritent toutefois d'être faites. La proportion de migrants d'origine rome est conforme à leur proportion démographique dans leur état d'origine, plus ou moins 10%. Grâce à la liberté de prestation de services dans l'Union européenne, il est aujourd'hui possible déjà de travailler en France en toute légalité quand on vient de Bulgarie ou de Roumanie. Dans ce cas, les cotisations sociales des employés détachés en France ne sont pas payées en France, mais dans le pays d'origine de l'entreprise. Ainsi, la CGT ne faisait-elle pas remarquer l'année dernière que Bouygues Construction employait sur le chantier de l'EPR de Flamanville un tiers d'ouvriers roumains par le biais d'entreprises sous-traitantes roumaines. Notons simplement que cette main-d'œuvre a l'avantage d'être payée 9 € de l'heure et de ne pas être syndiquée. Et les cotisations sociales sont payées en Roumanie. Nous pourrions parler du même type de montage chez certaines entreprises de transport qui emploient des chauffeurs routiers bulgares sur des cycles de 14 jours. Donner d'autres possibilités de travailler légalement en France participera au relèvement des droits sociaux des migrants européens et de leurs salaires, comme cela a été le cas pour les États ayant intégré l'Union européenne en 2004. Il existe en France des filières d'emploi qui fonctionnent de façon clandestine, car à côté des 15 à 20 000 Roms qui vivent dans des conditions indignes, ce sont plusieurs dizaines de milliers de Bulgares et de Roumains qui occupent des emplois dans le BTP, l'hôtellerie ou la restauration. Ce sont ces travailleurs qui font la fortune de marchands de sommeil. Ainsi, cette résolution, en demandant la suppression des mesures transitoires, permet de proposer une alternative au détachement de personnel où aucune cotisation sociale n'est payée en France, et elle liquide toute possible explication à ceux qui emploient de manière illégale de la main-d'œuvre bulgare ou roumaine en France en exploitant leur précarité et leur illégalité. Il convient aussi de rappeler que la Roumanie et la Bulgarie ont respecté dans leur processus d'adhésion l'esprit des traités européens sur la liberté de circulation et d'installation, en n'imposant aucune réciprocité aux mesures transitoires demandées par la France,
comme l'avait fait par exemple la Pologne en 2004. En effet, Varsovie, considérant que ces mesures comme discriminatoires vis-à-vis de ses concitoyens et contraires à l'esprit des traités, décida d'appliquer une réciprocité des barrières à l'embauche pour les ressortissants des États pratiquant ce type d'enclave. Ceci a été levé en même temps que nous levions les mesures transitoires pour les ressortissants polonais il y a quelques années. Et ceci sans aucun effet négatif pour l'emploi. Qu'aurait dit d'ailleurs la France si Renault avait dû affronter ce type de situation avec l'administration roumaine dans la gestion de ses expatriés travaillant sur le site Dacia de Pitești? Que demande formellement la résolution qui nous est présentée? Elle s'inscrit dans la volonté de la nouvelle majorité de marquer une rupture avec la politique de stigmatisation et de refus d'intégration des migrants dont le discours de Grenoble a constitué le néfaste point d'orgue. Ceci fut à la fois une justification et une théorisation du refus des valeurs républicaines. Toutefois, déposée en juillet, cette résolution a perdu une part de son actualité grâce à l'action du gouvernement. La circulaire interministérielle du 26 août 2012 marque la volonté du gouvernement mené par Jean-Marc Ayrault d'avoir une vision intégrée des enjeux liés à l'apparition et au démantèlement des lieux de vie indignes ainsi qu'à l'insertion des populations, les habitants. Elle souligne que l'intégration se fait par le travail et par l'école. Comme le demande la proposition discutée aujourd'hui, mais déposée en juillet 2012, cette circulaire supprime la perception de la taxe OFII pour toute délivrance de titres de séjour, ouvre l'accès des ressortissants bulgares et roumains aux services de Pôle emploi et leur permet d'intégrer des filières de formation professionnelle. Ce texte, cette circulaire fondatrice, est accompagnée de 3 circulaires visant à garantir la scolarisation de tous les enfants de 6 à 16 ans, quel que soit leur niveau et leurs origines. Et depuis la semaine dernière, un arrêté a élargi de façon significative la liste des emplois accessibles aux Bulgares et aux Roumains. Cet arsenal de textes est accompagné par la nomination d'un délégué interministériel, le préfet Alain Régnier, en charge de la DIAL, dont la principale fonction est l'appui méthodologique et la coordination des différentes administrations en charge de ce qui sera la nouvelle stratégie d'inclusion des Roms. L'objectif est bien l'entrée dans le droit commun de toutes ces populations. Des difficultés malgré tout demeurent. D'une part, il est urgent de compter sur la mobilisation pleine et entière de nos administrations, préfectures et collectivités locales pour coordonner l'action sur le terrain des acteurs impliqués dans l'éradication des bidonvilles et l'insertion sociale de leurs habitants. Ainsi, est-il normal que la procédure administrative conduisant à la délivrance d'un titre de séjour prenne de 6 à 8 mois, que l'on soit roumain ou bulgare ou non d'ailleurs, que des mairies refusent l'inscription d'enfants à l'école ou des domiciliations permettant notamment l'accès aux soins, et les préfectures appliquent-elles toute la circulaire du 26 août? Et d'ailleurs, en ont-elles vraiment les moyens? Est-il normal que de plus en plus les pouvoirs publics se dérobent dans leur mission de lutte contre la grande pauvreté et d'intégration sociale en fermant des lieux de vie indignes sans s'occuper du sort de ceux qui les occupent? Pourtant, les difficultés d'accès au logement est une réalité qui touche des franges de plus en plus importantes de notre population. L'effort demandé à notre communauté nationale à l'égard de ses habitants les plus fragilisés ne saurait être porté de plus en plus par les collectivités locales. Les migrations, l'intégration étant des enjeux rencontrés par la plupart des pays de l'Union européenne, il serait légitime de renégocier partiellement la stratégie nationale d'inclusion et d'initier sur la programmation des fonds structurels pour la période 2014-2020 une politique nouvelle à destination des collectivités pour soutenir leur politique de soutien à l'intégration. Plus rapidement, les fonds structurels à destination de la Roumanie et qui sont aujourd'hui inutilisés ne pourraient-ils pas être réaffectés aux collectivités locales françaises qui développent des programmes d'intégration? Avec un peu plus de moyens, il serait plus facile de travailler sur un ensemble de politiques qui permettraient un changement de regard de la population pour que les stéréotypes et le racisme ambiant ne deviennent pas une barrière de plus en plus visible, freinant la nécessaire intégration, la nécessaire insertion des personnes qui le souhaitent. Pour conclure, le vote de cette résolution est nécessaire, même si de nombreuses propositions qu'elle porte sont déjà caduques. Surtout, un autre débat est à initier, celui du contrôle des modalités de mise en œuvre des différents textes rédigés par le gouvernement depuis la fin août 2012. Ceci pourrait être, par exemple, le rôle d'un groupe de travail sénatorial dont la vocation serait d'évaluer la mise en œuvre des différents textes émis par le gouvernement depuis la fin août, ainsi que la stratégie nationale d'insertion que le gouvernement s'est engagé à réviser. Rappelons ici la promesse de François Hollande lors de la campagne présidentielle et ses paroles envers Rome Europe. Les Roumains et les Bulgares, quelles que soient leurs origines, sont des citoyens européens. Les mesures transitoires qui limitent encore leurs droits feront l'objet d'un examen objectif en accord avec la résolution du Parlement européen du 25 octobre 2011
et du rapport de la Commission européenne du 11 novembre 2011. Grâce à la circulaire du 26 août dernier, ce que demande cette résolution, ces engagements sont déjà partiellement réalisés et le reste semble aujourd'hui à portée de main. C'est la raison pour laquelle, constatant le chemin parcouru sur la question depuis le 6 mai, le groupe socialiste votera cette résolution. Merci, Monsieur Lecomte. La parole est à Monsieur Michel Billoux pour le groupe CRC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je ne me prétends pas être un expert du sujet, juste un parlementaire qui proposera dans un mois un rapport à la Commission des affaires européennes concernant les populations roms au sein de l'Union européenne, après 6 mois de travail. Cette proposition de résolution présentée par nos collègues du groupe écologiste, relative aux ressortissants roumains et bulgares présents en France, ouvre au Sénat un débat nécessaire au moment où l'État et les collectivités locales sont confrontés à des situations parfois délicates et souvent mal gérées. Même si cette proposition de résolution ne concerne pas que les populations roms, les dispositions visées les frappent principalement. Une vingtaine de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants de nationalité roumaine majoritairement, mais également bulgares ou en provenance de nombreux pays des Balkans, ayant la particularité d'être roms au sens défini par les institutions européennes, résident actuellement en France. Et contrairement à une idée reçue, ce nombre est resté stable depuis plusieurs années. Ce nombre est très faible au regard de la population de notre pays, mais la dimension politico-médiatique du sujet est parfois considérable. Cela tient au fait qu'il s'agit d'une population fortement discriminée en Europe depuis de nombreux siècles et dont l'arrivée en France est très mal supportée. Ils sont confondus avec les gens du voyage français, ce qui est une erreur, ou perçus comme des étrangers migrants, ce qui est une autre forme d'erreur. En tous les cas, pour ce qui les concerne, c'est la double peine. Ils constituent donc un problème, et avec toutes les guillemets que je peux y mettre. Le constat est connu, il s'agit d'une immigration économique. La situation des populations roms s'est en effet terriblement dégradée dans les pays d'Europe centrale et des Balkans depuis les années 1990, avec l'abandon ou la privatisation de pans entiers de l'industrie. Alors que le plein emploi était pratiquement assuré aux hommes et en partie aux femmes, le taux de chômage concernant les populations roms avoisine aujourd'hui les 90% dans ces pays. Immigrés en France, la situation dramatique de ces personnes provient de l'absence de revenus légaux qui entraîne une extrême précarité et des conditions de vie indignes, le plus souvent dans des campements de fortune insalubres. À cela s'ajoute une forte hostilité à leur égard. Leur situation d'extrême pauvreté en fait également des proies faciles pour les réseaux criminels, et je tiens à assurer ici qu'ils sont plus souvent victimes qu'auteurs. Les auteurs de la proposition de résolution considèrent que, déjà stigmatisés en France et en Europe, bien que citoyens européens, les Roumains et les Bulgares sont victimes d'une discrimination supplémentaire de la part de l'État français en raison de l'application de dispositions freinant considérablement leur accès à un emploi légal. La France applique en effet aux ressortissants bulgares et roumains le statut transitoire négocié avec ces deux pays lors de leur adhésion à l'Union européenne. Ce statut a en particulier pour conséquence que les Roumains et les Bulgares peuvent, comme tous les citoyens européens, se déplacer librement dans l'Union européenne, donc venir en France, mais sans avoir pleinement le droit d'y travailler. Citoyens européens de seconde zone, ils ne peuvent donc être embauchés qu'en fonction d'une liste restreinte de métiers, à condition que l'employeur paie une taxe supplémentaire et à la suite d'un long délai d'instruction de leur dossier administratif, trop souvent 9 mois. Reconnaissons que si ces fameuses mesures transitoires s'appliquent en principe à tous les travailleurs roumains et bulgares, elles touchent bien plus fortement les populations déjà fragilisées, plutôt que les médecins roumains, par exemple, accueillis plus chaleureusement sur notre sol, sans parler des entreprises roumaines sous-traitantes très prisées du patronat français. Ce statut dérogatoire au droit commun européen est, quand on y réfléchit bien, assez choquant et conduit mécaniquement à des situations inextricables. Cet été, l'évacuation et le démantèlement par les forces de police de campements de familles roms occupant illégalement des terrains a légitimement choqué une grande partie de l'opinion publique et suscité la réprobation des associations qui œuvrent auprès de ces familles et que je tiens à saluer ici.
Il est vrai que la différence de méthode avec la politique menée en ce domaine par le précédent gouvernement a pu ne pas apparaître très clairement. L'évacuation de ces campements est évidemment toujours une réponse brutale à des situations humaines et sociales complexes. Il a ainsi souvent été reproché au gouvernement de faire précéder le démantèlement sur la recherche de solutions préalables et même parfois, comme à Évry, de procéder à l'évacuation avant une décision de justice. La réunion interministérielle du 22 août, qui a abouti à la définition d'une nouvelle politique à l'égard des populations roms, a malheureusement été davantage perçue comme une tentative de faire oublier la vague de démantèlement de camps qui l'avait précédée. La décision du gouvernement d'assouplir les conditions d'embauche en élargissant la liste des métiers ouverts aux Roumains et aux Bulgares et en supprimant la taxe due par les employeurs est un bon signe. Mais elle risque cependant d'être peu d'effet, car les dispositifs qu'elle nécessite ne pourront vraisemblablement pas être mis en place avant la levée de ces mesures, de toute façon prévues dans 15 mois. Elle a toutefois le mérite de mettre en évidence une liste de près de 300 métiers en France qui ne trouvent pas suffisamment preneurs et dont notre société a besoin. C'est pourquoi j'estime que la proposition de résolution demandant en premier lieu au gouvernement de lever immédiatement et intégralement les mesures transitoires concernant l'accès à l'emploi est pleinement justifiée. Les mesures transitoires n'ont servi à rien. Aucune véritable étude d'impact n'a été réalisée pendant ces 5 années et demie. Elles seront levées dans 15 mois. Cela ne sert à rien d'attendre, bien au contraire. Il s'agit d'un élément important qu'il conviendra de compléter afin de résoudre l'ensemble des difficultés rencontrées par ces populations. C'est l'intégration de ceux qui sont venus en France et non leur exclusion, leur expulsion qui permettra vraiment de trouver une solution durable à ces difficultés. L'accès au travail devra donc être complété par d'autres mesures d'accompagnement au plan de la formation, ce que demande également la résolution, mais aussi du logement, de l'accès aux soins et de l'éducation des enfants. C'est un ensemble de dispositifs qui doit être piloté par l'État, lequel s'en remet trop souvent aux collectivités locales réduites à gérer une situation d'accueil à laquelle elles ne sont pas préparées et dans un contexte économique où leurs budgets sont mis à mal. Je voudrais ajouter que cette question ne doit pas faire l'objet dans notre pays d'un traitement que je qualifierais d'ethnique. Il s'agit simplement d'appliquer le droit commun et de venir en aide à des citoyens européens, des migrants économiques qui sont victimes de conditions économiques et sociales déplorables. Enfin, cette question ne peut être du seul ressort de chaque État membre de l'Union européenne. Ces situations existent dans de nombreux pays et doivent faire l'objet d'un traitement d'ensemble plus cohérent. L'Union européenne a décidé de coordonner des stratégies nationales seulement après la vague d'expulsion de Roms en France pendant l'été 2010 et qui avait mis alors la France à l'index. Elle se doit aujourd'hui de rendre plus efficace son intervention auprès de l'ensemble des États concernés, qu'ils soient qualifiés d'accueil ou d'origine. Il faudrait notamment que l'Union européenne rende plus opérationnelle l'utilisation des fonds structurels destinés à la lutte contre la pauvreté, à l'insertion par l'emploi, à la scolarisation notamment, et qu'elle impulse mieux la lutte contre l'antiziganisme, véritable fonds de commerce des organisations politiques d'extrême droite en Europe comme en France. En conclusion, la proposition de résolution de nos collègues du groupe écologiste permettrait, si elle était adoptée, d'engager une dynamique positive contre les discriminations. C'est pourquoi le groupe communiste, républicain et citoyen votera en sa faveur. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Vincent Delahaye pour le groupe UCR. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, pour bien comprendre le sujet que nous examinons aujourd'hui, il est utile de rappeler le processus qui a conduit à l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l'Union européenne le 1er janvier 2007. Cette adhésion s'inscrit dans le prolongement du grand élargissement européen de 2004 qui a entériné l'adhésion de pays d'Europe centrale et de l'Est. L'ensemble de ce processus, au cours des années 2000, participe d'une logique d'élargissement qui, à mon sens, n'a pas été suffisamment précédé de l'approfondissement nécessaire des relations entre les États fondateurs de l'Union européenne. L'élargissement s'est donc fait dans une certaine mesure au détriment de l'approfondissement, fragilisant ainsi la construction européenne. Cet élément est bien sûr important dans le débat qui nous réunit aujourd'hui. Car si nous examinons la question des citoyens roumains et bulgares aujourd'hui, c'est justement parce qu'ils sont devenus, en 2007, des ressortissants communautaires.
et qu'aujourd'hui encore, je m'interroge sur la pertinence et l'urgence de l'adhésion de pays qui traitaient une partie de leur population de façon notoirement discriminatoire. Le problème auquel nous avons à faire face aujourd'hui était donc largement prévisible et certains d'entre nous l'avaient malheureusement anticipé. Ces difficultés d'intégration de la communauté rom, en Roumanie notamment, ont favorisé, en plus des difficultés économiques, le départ des Roms de leur pays d'origine vers la plupart des autres pays communautaires, dont la France. Ces départs ont été bien sûr facilités par l'entrée dans un espace de libre circulation où les exigences de visa ont disparu. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? La Roumanie et la Bulgarie sont membres de l'Union européenne et, conformément à la faculté offerte par leur acte d'adhésion, la France a décidé d'instaurer, à compter du 1er janvier 2007, une période transitoire de 7 ans en matière de libre circulation des travailleurs salariés. Ce régime dérogatoire prévoit qu'à l'issue d'un délai de 3 mois passé sur le sol français, Roumains et Bulgares doivent avoir un emploi, suivre des études ou justifier de ressources suffisantes et avoir une assurance maladie pour pouvoir rester en France. Le type d'emploi qu'ils peuvent occuper était jusqu'à cet été limité à 150 métiers connaissant des difficultés de recrutement. À ce sujet, la proposition de résolution suggère d'une part la levée immédiate des dispositions transitoires en matière d'accès à l'emploi et d'autre part que les ressortissants roumains et bulgares de moins de 26 ans aient accès à la formation dans les mêmes conditions que les ressortissants communautaires. Sur ces deux aspects, nous serions prêts à vous suivre, chers collègues, dans la mesure où il ne s'agirait que de réduire d'1 an la durée de ces mesures transitoires. Mais il en va différemment des autres propositions de la résolution. En effet, vous nous proposez de nous prononcer au sein d'un même texte, non amendable, sur des thématiques parfaitement différentes. Quel lien entre, d'une part, les conditions d'accès à l'emploi et, d'autre part, les conditions d'expulsion de camps occupés de façon illicite? Notons d'ailleurs la subtilité sémantique des auteurs de la proposition de résolution qui parlent de lieux de vie irréguliers. Je pense que vous auriez en fait rencontré un plus grand succès si vous étiez limité à des problématiques cohérentes entre elles, comme le sont effectivement celles qui concernent l'accès au travail et l'accès à la formation. En voulant en faire trop, vous perdez cette cohérence et vous en arrivez à associer des problématiques qui, certes, concernent en l'espèce les mêmes personnes, mais qui, sur le fond des mesures, n'ont aucun rapport entre elles. Votre dernier souhait, relatif aux expulsions de camps occupés de façon illégale, puisque c'est bien comme cela qu'il faut les appeler, sous-entend implicitement qu'aujourd'hui, l'ensemble des dispositifs existants relatifs à l'accompagnement social individualisé, au droit au logement et à l'hébergement ne sont pas mobilisés. Je suis navré, mais je ne partage pas cette interprétation. J'ai moi-même, en tant que maire de Massy, eu à plusieurs reprises l'expérience de ces situations, et je dément que tous les moyens humains et matériels ne soient pas régulièrement mis en œuvre aujourd'hui, notamment par les travailleurs sociaux qui font un travail remarquable. Cette proposition, marquée au coin du bon sentiment, à vouloir élargir fortement les droits des Roms, omet, dans un mal bien français, de rappeler certains devoirs. Le devoir des Roms eux-mêmes de ne pas investir de manière illicite des terrains communaux ou autres. Je félicite à ce sujet la fermeté du ministre de l'Intérieur, qui rappelle que tout n'est pas possible dans notre pays et que la loi s'impose à tous. À juste titre, donc, Manuel Valls a procédé à l'expulsion de plusieurs camps illicites comme l'avait fait son prédécesseur. Observons d'ailleurs un traitement médiatique bien différent. Que n'a-t-on entendu dans un cas, pour quel silence aujourd'hui? Sans doute cette fermeté lui vient-elle de l'expérience qu'il a engrangée en tant que maire d'Évry. Cela me permet au passage, pour nourrir un débat qui sera bientôt le nôtre, de dire à ceux qui souhaitent absolument imposer le non-cumul d'un mandat de parlementaire avec un exécutif local que seule la réalité du terrain éprouvée, comme je la connais, comme Manuel Valls l'a connue, peut faire entrer dans nos raisonnements et décisions le sens des responsabilités et les motifs d'ordre public qui s'imposent à l'ensemble des exécutifs locaux, que l'on soit de gauche, de droite ou du centre. Mais, mes chers collègues, le sens du devoir doit aussi être rappelé aux pays d'origine des populations roms, pays auxquels l'Union européenne a versé des sommes considérables pour aider à l'intégration de ces communautés. Pour quel résultat? Je garde en tête les paroles de Pierre Lelouch
alors secrétaire d'État aux affaires européennes, qui disait en 2010 « Ce serait une bien curieuse interprétation de la lettre des traités que de considérer que certains pays puissent offrir comme seule perspective à leurs citoyens roms celle d'émigrer vers les pays européens les plus riches, auxquels reviendrait ipso facto la charge de les intégrer. Nous comptons, ajoutait-il, sur la Roumanie et la Bulgarie pour qu'elles prennent leurs responsabilités à l'égard de leurs propres citoyens, car avant la liberté de circuler d'un pays à l'autre de l'Union européenne, il y a le devoir pour chaque État membre d'assurer la protection et l'intégration de ses propres ressortissants. Les discussions entamées en son temps par Pierre Lellouche avec la Roumanie et la Bulgarie doivent donc se poursuivre si nous voulons avancer sur cette question. Pour toutes ces raisons, le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste, ne votera pas en faveur de cette résolution, tant pour son manque de cohérence que pour l'accent qu'elle met sur les droits à augmenter, sans jamais insister sur les devoirs à respecter. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est au président Jacques Mézard pour le groupe RDSE. Oui. Oui. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je connais l'implication personnelle de notre collègue Madame Archambault dans ce dossier, sa générosité personnelle, son souci de l'humain qui sont à la base de sa démarche. Cela, non seulement mon groupe le sait, mais il le comprend et il le respecte. Nous ne nous sommes jamais inscrits dans le fil du discours de Grenoble, nous l'avons combattu fermement, mais de grâce aujourd'hui, pas de simplification hâtive, pas d'anathème. Tous les Roms ne sont pas dans des bidonvilles, heureusement, et des milliers d'entre eux s'insèrent normalement dans la société française. Si nous nous abstiendrons majoritairement sur ce texte, c'est pour deux raisons fondamentales. La première, c'est qu'une grande partie des orientations de ce texte, déposé, je le rappelle, le 13 juin 2012, a été satisfait par la circulaire du gouvernement en date du 26 août 2012 et aussi par l'arrêté du 10 octobre, publié, est-ce un hasard, hier soir. La seconde, et donc nous faisons confiance, bien sûr, à la politique qui est menée par le gouvernement, puisque la seconde raison, découlant logiquement de la première, c'est qu'il nous paraît en conséquence que la politique qui a été mise en œuvre ces derniers mois par le gouvernement, et en particulier par le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, est conforme à ce que nous souhaitons avec deux objectifs mis en parallèle, application de la loi de la République et des décisions de justice, traitement égal et digne de toute personne en situation de détresse sociale. Dans ces conditions, quel est aujourd'hui le but véritable de cette proposition de résolution? Certes pas, à notre avis, de faciliter l'action du gouvernement dans un dossier dont on connaît la difficulté. L'utilisation médiatique déplorable au profit, hélas, le plus souvent, de l'extrême droite. Y a-t-il des propositions concrètes de construction en matière de logement social, de classes adaptées pour la lutte contre l'illettrisme? Mes chers collègues, ce qui s'est passé à Marseille le 28 septembre est grave et devrait faire réfléchir ceux qui considèrent l'angélisme comme la solution et une politique d'immigration sans aucun filtre comme le meilleur chemin vers un monde en paix. Ce qui s'est passé à Marseille le 28 septembre, la destruction par des citoyens voisins d'un camp d'occupation illicite, est intolérable, doit être dénoncé, doit être sanctionné. Mais hélas, cela se reproduira s'il n'est pas mis fin à ces occupations illicites dans des conditions qui sont inacceptables pour les riverains, la plupart du temps pour les occupants eux-mêmes, et même toujours, marginalisés, au contact d'une délinquance contagieuse constituant la seule école de vie pour les enfants, conditions de santé déplorables, absence d'école, de formation, intégration dans la République quasi impossible. Cela ne veut pas dire que l'argent n'y circule pas,
dans ces zones de non-droit. Et je ne ferai aucune comparaison, je ne déplairai pas à notre collègue Hérisson, et je ne ferai aucune comparaison avec certains regroupements de gens du voyage qu'il connaît, où les véhicules haut de gamme vont de pair avec l'absence de revenus fiscaux. C'est tout à fait différent. On peut traiter de ce problème avec beaucoup de certitude, d'humanisme, de discours dans les restaurants parisiens où se retrouvent politiques et journalistes donneurs de leçons. Mais quand il faut les gérer sur le terrain, c'est une autre affaire, c'est la nôtre, élus locaux responsables des collectivités locales. Il n'est pas raisonnable d'augmenter le nombre d'arrivées de Roms sur les territoires nationaux, ni de continuer à tolérer les occupations illégales de terrain. Résoudre les problèmes humains, oui. Faciliter l'accès à l'emploi, oui. Chers collègues, sur l'accès à l'emploi, l'arrêté qui a été publié hier vise une liste de 291 métiers ouverts aux ressortissants, c'est-à-dire ça balaye tous les métiers qui peuvent être l'objet des demandes de ces ressortissants. Les Roms viennent de Roumanie et de Bulgarie, 2 pays membres de l'Union depuis 2007 et dont la responsabilité est importante dans la situation actuelle. Responsabilité d'autant plus forte que l'Union européenne a mis à disposition des crédits importants pour l'intégration des Roms dans leur propre pays et que la Roumanie n'avait pas hésité à émettre une réserve interprétative sur la déclaration de Strasbourg du Conseil de l'Europe du 20 octobre 2010 concernant la participation active des Roms à leur insertion sociale. La Roumanie osant déclarer que la responsabilité d'intégrer les Roms incombe au pays d'accueil après 3 mois de séjour. C'est facile de se défausser sur les autres quand on est souvent à l'origine du problème. Si Roumains et Bulgares ne sont pas encore membres de l'espace Schengen, c'est en raison de leur retard en matière de lutte contre la corruption et le crime organisé, ainsi que de régulation de flux migratoires. L'action menée par le gouvernement depuis cet été et la circulaire du 26 août, l'arrêté du 1er octobre correspondent à des mesures de bon sens, alliant le respect de la loi et de la personne humaine. La circulaire met au préalable l'accent sur la mise en œuvre de solutions d'accompagnement le plus en amont des décisions de justice, avec des diagnostics anticipés individualisés dans les domaines de la scolarisation, de la santé, de l'emploi et de l'hébergement, et dans le délai séparant l'installation et l'évacuation, une évaluation en coopération entre tous les acteurs. Cette circulaire prévoit la garantie de la continuité de l'accès aux droits des personnes, principe d'obligation scolaire, accès aux soins, à la mobilisation de façon individualisée des solutions d'hébergement d'urgence, en favorisant aussi les parcours d'insertion avec pédagogie et aussi, parce que ça a été décidé par le gouvernement, la suppression de la taxe due. C'est fait. Le gouvernement s'est engagé à allonger la liste des métiers accessibles, ça vient d'être fait, à étudier la levée des mesures transitoires de restriction d'accès à l'emploi. Dans ce dossier, nous considérons, Monsieur le ministre, mes chers collègues, que le gouvernement a fait du bon travail. Le ministre de l'Intérieur a montré très clairement que fermeté dans l'application de la loi de la République allait de pair avec respect des personnes et des droits fondamentaux. La résolution de nos collègues écologistes, et en particulier la fin de la résolution, qui bloquerait de fait toute possibilité d'expulsion d'installations illégales, procède d'une vision un peu différente de la nôtre de la République, au-delà des soucis humanitaires. C'est pourquoi la majorité de notre groupe s'abstiendra. Merci, Monsieur Mézard. La parole est à Madame Esther Benbassa pour le groupe Écologie. Bonjour, Madame. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vous pose une question. Pourquoi les Roms nous font-ils si peur? Cette peur a une histoire. Permettez-moi de vous en rappeler l'essentiel en quelques phrases. Au XVIIe siècle, le destin de la nation bohémienne bascule. La montée de l'intolérance s'accompagne de la promulgation de règlements et de l'instauration de sanctions d'une sévérité qui se généralise. Privés de l'accueil des châteaux, où les Égyptiennes et leurs spectacles de danse suscitaient un véritable engouement, exclus des compagnies de gendarmes, chassés des villes, assimilés à des errants et vagabonds, et pourchassés à ce titre dans toute l'Europe.
interdits de contact, dans l'impossibilité d'exercer une activité itinérante mais légale, les Tziganes vont voir leur situation se dégrader. Au XVIIIe siècle, l'opinion administrative englobe désormais les bohémiens dans la catégorie des vagabonds, mendiants et gens sans aveu. Il y a un siècle presque exactement, le 4 mars 1907, un long article du Matin consacré aux bohémiens et romanichels énumérait encore sans honte les mots nombreux impliqués par le nomadisme des Tziganes. Ce péril errant, je cite, pillards, propagateurs d'épidémies, meurtriers, empoisonneurs, insaisissables, hors la loi, ainsi sont-ils présentés. Redoutés comme des espions en période de guerre, comme des voleurs le reste du temps, voleurs de poules ou d'enfants. Quant aux femmes tziganes, on leur reproche leur lubricité éhontée. Vous n'aurez pas oublié, chers collègues, la Carmen de Bizet, inspirée de Mérimée. Au cours de l'histoire, les États européens se sont efforcés de réprimer la mobilité tzigane perçue comme une déviance sociale, d'imposer la sédentarisation aux familles nomades, sans pour autant, au fond, les tolérer davantage. Ce qui fait peur, c'est leur nomadisme. Aujourd'hui, les Roms venus des Balkans réveillent en nous ces peurs ancestrales. Sinon, comment comprendre que devenus citoyens européens en janvier 2007, devant donc jouir en théorie des mêmes droits que les autres citoyens européens, dont la liberté de circulation et d'installation sur le territoire de l'Union, ils soient acculés à envahir nos bouches de métro ou à survivre misérablement dans des campements qui déshonorent notre pays. Les Roms ne sont traités en France ni comme les autres citoyens communautaires, ni comme des migrants non communautaires, ce qui les met en marge des dispositifs nationaux de politique sociale. Or, tous les témoignages de terrain concordent, ainsi que l'atteste le rapport de l'ancienne ALDE. Les Roms roumains et bulgares souhaitent résider chez nous de manière stable et scolariser leurs enfants. Lorsqu'ils sont régularisés, ils accèdent au logement et à l'emploi et sortent de l'extrême pauvreté. Si sous l'actuel gouvernement, leurs conditions d'accès au marché du travail ont effectivement été assouplies, nous sommes toujours très loin du compte. Monsieur le ministre, chers collègues, croyez-vous que les Roms émigrent chez nous parce qu'ils sont heureux chez eux? Les peuples heureux n'émigrent pas. J'ai vécu un moment il y a quelques années en Europe centrale et je n'oublierai jamais ces grappes humaines errant de nuit comme de jour au bord des routes en haillons. Je ne nierai pas que nous ayons chez nous avec les Roms à faire face à quelques abus, ni la réalité des désagréments causés aux riverains par des campements improvisés. Reste une vérité amère. Ces Roms préfèrent la misère chez nous à la persécution chez eux. Nos traditions humanistes nous imposent de mettre fin à toute politique d'expulsion de groupes ciblés, à toute exclusion spécifique de ces populations de nos dispositifs éducatifs, sanitaires ou sociaux. Elles nous imposent au contraire l'élaboration d'une politique veillant à leur assurer un égal accès aux droits ici, en même temps que d'une politique en amont, là-bas, dans les pays d'origine, pour améliorer leurs conditions. L'Europe est notre maison. Comme historienne, comme juive et comme citoyenne de ce pays, je croyais que la construction de l'Union effacerait de notre vocabulaire à jamais les mots de camp et de pogrom. Hélas, avec les Roms, ces mots reviennent. Ils s'entassent dans des campements de fortune, des riverains osent organiser contre eux des sortes de battus. Pourtant, des milliers de visiteurs courront à l'exposition la plus courue de ces derniers jours, qui s'intitule « Bohème de Léonard de Vinci à Picasso au Grand Palais », parce que la bohème et les bohémiens font partie du fantasme de liberté sans attache des artistes, mais aussi du kidam. Mais on n'hésitera pas à pourchasser sans pitié une pauvre famille de Roms parce que sa pauvreté, sa saleté,
sa condition sont une insulte à notre confort mental. Quel décalage, n'est-ce pas? 200 000 tziganes d'Europe ont été assassinés dans les camps de la mort. À nous d'accomplir notre juste travail de mémoire en tant qu'Européens dignes et de montrer notre courage et empathie. Avançons la levée des mesures transitoires. Ouvrons sans faillir l'indispensable chantier de l'intégration. Monsieur le ministre, chers collègues, répondez sans tarder à l'appel d'un devoir qui est celui du pays des droits humains que nous sommes, anciens et généreux creuset d'immigration. Merci. Merci, Madame Benbassa. Dernier orateur inscrit, Monsieur Pierre Charon, pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Sénatrice, mes chers collègues, je souhaiterais commencer mon propos par des regrets, bien que chacune des interventions soit des plus intéressantes. La proposition de résolution que nous examinons cet après-midi ne nous laisse que très peu de marge pour traiter le fond du sujet. Madame Archambault, dans votre texte, vous pointez les nombreuses difficultés que rencontrent certains ressortissants bulgares et roumains lorsqu'ils viennent en France, que ce soit pour trouver du travail, pour se loger et même pour se soigner. De même, vous constatez la précarité dans laquelle ils vivent. Cette misère est insupportable pour chacun d'entre nous. Les questions de dignité humaine ne sont l'apanage d'aucun parti politique. Madame la sénatrice, vous mentionnez plus spécifiquement la précarité d'une communauté, celle des Roms. À la lecture du texte que vous nous proposez en tant que parlementaire et républicain, permettez-moi de m'interroger. Lorsque vous abordez les difficultés d'accès au marché du travail français, vous parlez de ressortissants roumains et bulgares. Mais ces difficultés tiennent au fait qu'en tant que futurs citoyens européens, ils doivent respecter les conditions relatives aux mesures transitoires inhérentes au processus d'adhésion des pays en phase d'intégration à l'Union européenne. Ensuite, vous abordez les dispositifs de nos missions locales d'insertion, les services des collectivités pour le relogement de ces personnes. Vous vous référez à une origine ethnique et les désignez en tant que Roms. Alors, bien entendu, vous nous direz que cela est tout à fait différent dans la mesure où vous prônez la fin de la stigmatisation qui ne serait propre qu'à la droite et que vous exigez de l'État français et des pouvoirs publics qu'ils mettent tout en œuvre pour que ces gens puissent s'intégrer et vivre décemment sur notre sol national. Nous ne pouvons qu'être d'accord avec vos propos à la seule condition que nous abordions ce sujet sans hypocrisie et sans malhonnêteté intellectuelle. En France, avec le mot Rome, on parle de ressortissants de pays d'Europe de l'Est. Le Conseil de l'Europe, lui, regroupe dans une même définition, je cite, les Roms, les Sintés, les gens du voyage et les groupes de population en Europe. Il y a quelques minutes, notre collègue Pierre Hérisson a souligné les dangers que sont les amalgames et la confusion, notamment avec les gens du voyage en France. Pour ma part, en tant que républicain, je ne peux que vous renvoyer à l'article 1 de notre Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. À croire qu'en France, nous sommes schizophrènes. Nous voulons accueillir et intégrer tous ceux qui souhaitent venir s'installer en France, peu importe le coût pour nos finances, déjà exsangues, et nos concitoyens. Nous parlons d'égalité et nous nous battons tellement contre les discriminations que nous devenons des égalitaristes forcenés. Mais nous avons cette manie de vouloir sans cesse préciser l'origine des gens. Aussi, c'est en tant qu'élu de Paris que je poursuis mon propos. Un élu de Paris respectueux du droit communautaire et de ses directives, en particulier celle du 29 avril 2004. Celle-ci stipule que pour les séjours de moins de 3 mois, le droit de libre circulation et de séjour est ouvert aux ressortissants des États membres, sans autre condition qu'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité, mais sous la réserve du respect du droit public. Ce droit n'est cependant maintenu que s'il ne constitue pas, je cite, une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil. Alors, dans ces conditions, ne sont pas respectées, non, ces conditions ne sont pas respectées et il n'est pas scandaleux de vouloir faire abriquer le droit. En tant qu'élu d'une ville
parmi les plus prestigieuses du monde, visitée chaque jour par des dizaines de milliers de touristes. Pour son histoire, son patrimoine et sa culture, je suis atterré de voir ce que Paris est en train de devenir. Il s'agit maintenant pour les touristes d'un véritable parcours du combattant, entre des groupes de pickpockets organisés et des matelas servant de couche à des familles à qui nous ne pouvons pas offrir d'avenir. On ne peut se poser comme défenseur des droits de l'homme et accepter ces conditions de vie. Pour autant, je vous mets au défi d'expliquer à des familles qui travaillent, qui paient des impôts dont la hausse est exponentielle à Paris, que vous allez attribuer des logements sociaux prioritairement aux ressortissants en situation irrégulière. De même, alors que les services de Pôle emploi sont débordés et qu'ils ne parviennent pas à recevoir les demandeurs d'emploi déjà inscrits, vous irez leur expliquer que vous souhaitez augmenter les flux de migration européenne du travail, parce que c'est cela aussi la levée des mesures transitoires. Même l'Espagne, pourtant exemplaire quant à l'intégration des populations d'Europe de l'Est et qui avait suspendu ces mesures, les a réintroduites le 22 juillet 2011. Je m'insurge que l'on demeure impuissant face aux actes de délinquance, qu'ils soient commis par des ressortissants bulgares ou roumains. Je suis effaré de la fin de l'arrêté anti-mendicité qui avait été mis en place le 14 septembre 2011. C'est la victoire du sectarisme sur le droit à la sécurité. En tant que citoyen et élu parisien, je m'insurge de voir que l'on se déchaîne contre les retours aux frontières de personnes qui bafouent la Déclaration des droits de l'enfant de 1959, en les contraignant à la mendicité dans la rue ou dans le métro parisien. Ça et là, je constate qu'il est plus facile pour certains de crier à la discrimination lors d'expulsions plutôt que de voir la tragique réalité qui n'est autre qu'une double instrumentalisation, celle de la misère et celle d'enfants à qui on vole leur innocence. À ce titre, je vous renvoie aux travaux de mes collègues Joël Garriaud-Maylam et Isabelle Debré qui ont rendu des rapports sur les mineurs roumains. Madame la sénatrice, je déplore votre manque de réalisme et de pragmatisme. Le propre du politique est de prévenir, d'anticiper et de sauvegarder un bien précieux, la cohésion nationale. L'impuissance et le laxisme des autorités publiques quant aux campements illégaux représentent une menace pour la paix sociale. L'errance de ces ressortissants insupporte nos concitoyens parce qu'ils ne comprennent pas ce qui s'apparente à un mode de vie et n'acceptent pas de voir se développer en bas de chez eux des bidonvilles. Cet immobilisme retranché derrière le misérabilisme est la source des pires exactions. Il nourrit les extrêmes et surtout conduit nos concitoyens à agir en dehors du droit. C'est la société tout entière qui est en danger. L'incendie du campement à Marseille est une double tragédie. Mettez-vous à la chanson, madame. La société tout entière est en danger. L'incendie du campement à Marseille est une double tragédie pour la République française, à moins que vous soyez en désaccord avec ça. Ce geste n'a pas été condamné à l'unanimité de la classe politique. C'est ulcérant et anti-républicain, comme l'a rappelé le président Mézard. Deuxièmement, que des habitants commettent un geste aussi extrême qu'intolérable pour pallier à l'inertie des pouvoirs publics doit nous alerter et nous faire constater que c'est une fracture républicaine. Une fracture républicaine dont nous sommes tous responsables. Le peuple a tenté de résoudre par lui-même un problème que nous refusons de voir. Aussi, si nous continuons de détourner les yeux de la réalité, préférant le confort hypocrite et les déclarations de bonnes intentions, comme votre proposition de résolution, nous détruirons ce qui reste de confiance chez nos concitoyens en leur République. Enfin et surtout, il importe que la France, avec ses partenaires européens, engage un dialogue ferme et responsable avec les gouvernements bulgares et roumains. Ces deux États bénéficient de fonds européens pour la réintégration des Roms. Nous ne pouvons endosser cette responsabilité à leur place. L'Europe, c'est l'union d'États qui partagent les mêmes valeurs, mais c'est l'union d'États responsables, capables d'offrir un avenir à leur peuple. Offrons à la Bulgarie, à la Roumanie, cette occasion formidable et ne nous substituons pas à leurs devoirs nationaux. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Alain Vidali, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Monsieur le Président, Madame l'auteure de la résolution, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices,
J'observe que le débat que nous avons eu, que vous avez eu, a été un débat intéressant, posé, calme, évitant les extrêmes jusqu'à la fin du débat. Et je le regrette car, d'une certaine façon, on voyait bien quelles étaient éventuellement les réponses communes, consensuelles, au moins républicaines, qui auraient pu sortir de cette discussion, car, y compris certaines prises de position ou certaines conclusions, reposaient au fond sur une conclusion qui n'était pas très assise sur le raisonnement. Et je pense que lorsque le représentant du groupe UCR a dit qu'au fond, sur la question du travail, de ce qu'avait fait le gouvernement et de son approche, et que sur la question de la formation professionnelle, il y aurait pu y avoir un consensus, je pense que l'essentiel était fait et que l'utilité de la démarche était éprouvée à partir de là et montrait bien qu'on pouvait, sur cette question, c'est peut-être la bonne nouvelle de l'après-midi, dépasser les affrontements habituels, même si chacun a bien compris que d'autres avaient une autre lecture et essayaient de recréer des frontières qui n'avaient pas lieu d'être. Le Sénat étudie aujourd'hui cette proposition de résolution relative aux ressortissants de nationalité roumaine et bulgare. Je tiens naturellement d'abord à excuser Monsieur le ministre du Travail, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui est en déplacement à Marseille aujourd'hui. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans notre Constitution l'article 34-1 qui autorise les assemblées à voter des résolutions. Le vote des résolutions constitue une des voies d'affirmation du Parlement, lui permettant d'exercer une expression distincte de la réponse législative, et je crois que cette voie nouvelle d'affirmation du rôle du Parlement est une bonne chose. Le texte qui vous est proposé par le groupe écologiste, ce texte fait référence à la situation des Bulgares et des Roms, des Bulgares et des Roumains, et pour le dire très précisément, pour l'essentiel, le débat l'a montré, la situation des Roms. Quand l'Europe a souhaité s'acquitter de sa dette d'histoire vis-à-vis des pays de l'Ouest et renouer les fils de son histoire défaits par la Deuxième Guerre mondiale puis la guerre froide, elle l'a fait dans des conditions, avec des conditions, tant les écarts entre nos pays et les derniers entrants, notamment dans l'Union européenne, la Roumanie et la Bulgarie, étaient importants. En matière de travail et d'emploi, une restriction à la libre circulation des travailleurs roumains et bulgares a été décidée de manière transitoire. Les travailleurs de ces deux pays voulant exercer une activité salariée en France sont soumis à une autorisation de travail délivrée par les services de main-d'œuvre étrangère dans les conditions de droit commun. L'obtention de cette autorisation est conditionnée notamment par la situation de l'emploi qui leur est opposable. Toutefois, à l'origine, une liste de 150 métiers pour lesquels la situation de l'emploi n'était pas opposable a été établie. Aujourd'hui, nous portons cette liste, qui a été faite hier, à 291 métiers par souci de justice et d'efficacité. L'arrêté a été publié. Et pour éclairer le débat, notamment sur cet arrêté, notamment sur les commentaires politiques, je veux simplement signaler qu'il y a bien eu une réaction à la publication de cet arrêté, que même ceux qui ont indiqué qu'ils allaient s'abstenir sur la résolution ont salué. La seule réaction à cet arrêté jusqu'à ce jour a été celle de Marine Le Pen, qui a considéré que cet arrêté était parfaitement scandaleux, que chacun puisse se situer par rapport à cette réaction. La liste élargie comprend désormais tous les métiers situés au-dessus d'un taux de tension de 0,6, ce qui représente 72% des offres d'emploi de Pôle emploi,
contre 46% jusqu'à hier. Le critère retenu est un critère objectif, correspondant à des secteurs en tension sur le marché de l'emploi. Il place le curseur, de notre point de vue, au bon endroit, entre un chômage de masse que l'on ne peut pas prendre la responsabilité d'alimenter et des tensions sectorielles. Le ministre du Travail a souhaité consulter les partenaires sociaux dans le cadre du comité du dialogue social sur les questions européennes et internationales au sujet de cette liste élargie. Les directs ont également été sollicités pour que cet élargissement de la liste des métiers soit en prise avec la réalité du terrain. En parallèle, et dans un souci de justice, nous avons voulu ne pas ajouter l'entrave à la restriction. La taxe due par l'employeur lors de la délivrance du titre de séjour et de son renouvellement est d'ores et déjà supprimée à partir de ce moment. Cette ouverture concerne 33 000 Roumains, dont 26 000 en âge de travailler et 9 000 Bulgares, dont 7 000 en âge de travailler. Parmi les autres pays de l'Union, 10 avaient choisi de n'appliquer aucune mesure de restriction dès 2007. 5 ont levé leurs restrictions en 2009, rejoints par l'Italie cette année. Le dernier groupe de pays auquel appartient la France s'est engagé dans la voie de l'assouplissement des contraintes. La Belgique, notamment, accélère la délivrance du permis de travail. Par travailleur roumain ou bulgare, il ne faudrait pas entendre spécifiquement le Rome, qui constitue une question spécifique sur laquelle je vais revenir. Gardons-nous de représentations trop simples. L'image du migrant affamé et dépenaillé ne correspond pas toujours à la réalité de ce que sont aujourd'hui la majorité des migrations, qui vont du cadre supérieur à l'ouvrier désœuvré, de l'ingénieur qualifié au travailleur spécialisé. Et l'un d'entre vous a rappelé tout à l'heure, et c'était une bonne référence, quand on parle des migrations des travailleurs roumains, il y a beaucoup ici d'élus locaux, et nous passerions comme ça, je dirais, du vendredi, samedi, dimanche, où on se bat dans nos territoires ruraux pour faire venir des médecins roumains, au lundi où on se battrait ici pour interdire aux Roumains de venir en France. Je résume à peine, mais c'est une réalité qui est absolument partagée. Dans 2 rapports publiés ce vendredi 5 octobre par l'OCDE, il est démontré que 28% des migrants, on parle de la migration en général, sont titulaires d'un diplôme supérieur contre 24% pour les nationaux. Les migrations sont donc un accélérateur de compétences. Il faut savoir les réguler, mais aussi avoir pleinement connaissance de leurs apports. De plus, pour reprendre une formule qui a eu son succès en France, la France qui se lève tôt est aussi largement composée de travailleurs émigrés occupant des emplois peu prisés par les Français. J'en viens à la question spécifique des Roms, contenue, elle, dans le cas des travailleurs roumains et bulgares, car je sais que la représentation nationale attend du gouvernement une réponse sur cette question. Nous appartenons à une gauche qui marche sur ses 2 jambes, qui n'ignore rien de la question de la sécurité. À ce titre, l'évacuation des campements roms illicites se poursuivra car la République suppose des règles, à commencer par le respect des décisions de justice. Il y a derrière ce sujet un vrai enjeu de cohésion sociale. La République doit se transporter, agir, préserver l'ordre public ou reprendre pied quand elle s'est éclipsée. Mais nous sommes aussi la gauche du travail, celle qui pense qu'il est le meilleur moyen de s'intégrer dans notre société, d'en partager les valeurs et les aspirations. C'est pourquoi nous en élargissons l'accès sans pour autant peser sur le chômage. Nous portons avec nous la République qui ne dévie pas et qui n'est pas hémiplégique, qui croit au travail, à l'égalité et à l'insertion, autant qu'elle sait ce que sont l'autorité,
l'ordre et la liberté. Si nous sommes les successeurs de Clemenceau, nous sommes aussi ceux de Jaurès et de la République sociale. L'une ne va pas sans l'autre. Le rapport à la loi, le caractère général de la loi, est un principe fondateur de la République, mais aussi un principe protecteur. Et je voudrais rappeler ici un événement dans lequel nous avons été, quand nous étions dans l'opposition, acteurs, et qui est l'application de ce principe dans l'autre sens. Sur la question de la situation des enfants roumains en France, il y a eu un événement qui n'a pas été commenté, mais qui aurait dû être au cœur de nos débats, ou dans tous les cas être rappelé, et qui est l'accord intervenu entre le gouvernement français et le gouvernement roumain pour régler la question des mineurs roumains isolés et des conditions dans lesquelles nous devions les renvoyer dans leur pays d'origine. C'est un cas assez rare d'un accord ratifié sous les anciennes majorités du Sénat et de l'Assemblée nationale et qui a abouti tout simplement à une annulation par le Conseil constitutionnel dans une décision du 4 novembre 2010. Pourquoi le Conseil constitutionnel avait-il annulé cet accord international? Tout simplement parce que, à l'époque, la majorité et le gouvernement en place, au nom de l'efficacité, avaient tout simplement décidé que cela n'avait pas droit au rôle protecteur de la loi dans une disposition particulière où, s'agissant des enfants, on avait décidé que pour eux, le rôle exclusivement attribué au juge des enfants dans notre pays, pour ces enfants-là, pour ces Roms-là, serait de la compétence du procureur de la République qui, sans en référer à personne, pourrait les renvoyer comme ça dans leur pays. C'était l'accord signé par le gouvernement français, c'était l'accord ratifié par la majorité de droite de l'époque au Sénat, par la majorité de droite de l'époque à l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel a rappelé à chacun que lorsque, dans ce débat, et c'est naturel, on rappelle aux Roms, à d'autres, qu'ici c'est une république, qu'ici on applique la loi, mais alors on la leur applique, mais ils ont aussi droit à bénéficier de la loi. C'est le cadre dans lequel aujourd'hui se situe le gouvernement et tout simplement le cadre républicain. En matière d'hébergement et de logement pour les Roms, l'ensemble des outils existants est à mobiliser, depuis les dispositifs d'urgence, notamment pour les personnes les plus vulnérables, jusqu'à éventuellement la mise en place de structures d'accueil provisoires en lien avec les collectivités territoriales. En ce qui concerne les dispositifs sociaux et sanitaires, d'accompagnement et de droit commun, ainsi que les questions de scolarisation, une mission interministérielle a été confiée à plusieurs inspections pour procéder à l'état des lieux des dispositifs existants et au recensement des expérimentations en cours et des bonnes pratiques. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie d'abord de la qualité du débat, parce que vous avez su ici au Sénat parler de ce sujet difficile, chacun ayant pu exprimer ses arguments. Je remercie le groupe écologiste de nous avoir invités à ce débat. Le gouvernement vous a donné sa réponse avec un fil rouge qui est le fil rouge de la réponse républicaine à cette question. Sur le fond, le gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat pour l'approbation de cette résolution. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Mes chers collègues, nous allons donc procéder au vote sur la proposition de résolution et je suis saisi d'une demande de scrutin public de la part du groupe UMP. Je vais donc procéder au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour remettront au secrétaire un bulletin blanc. Ceux qui souhaitent voter contre, un bulletin bleu. Ceux qui souhaitent s'abstenir, un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants.
Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. J'invite mesdames et messieurs les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous donne donc lecture du résultat du scrutin numéro 4 sur la proposition de résolution relative aux ressortissants des nationalités roumaines et bulgares, présentée en application de l'article 34.1 de la Constitution. Nombre de votants 344, nombre de suffrages exprimés 330, la majorité absolue des suffrages exprimés étant de 166, pour l'adoption 157, contre 173. Le Sénat n'a donc pas adopté la résolution. Voilà pour l'examen de cette proposition de résolution. Nous y reviendrons bien entendu plus largement dans nos éditions de 19h et de 22h. Très belle soirée à tous.
Le vrai courage, Gilles Leclerc, c'est pas d'augmenter les impôts, tout le monde sait le faire. Nicolas Sarkozy est parti, mais la crise n'est pas partie. La politique économique du gouvernement, je lui donnerai un 0 pointé. Tous les matins à 8h15, Guillaume Durand et Gilles Leclerc reçoivent une personnalité politique dans l'invité politique. Reconstruire sa crédibilité, reconstruire sa popularité. Il ne faut pas préjuger, on peut juger après. En partenariat avec Radio Classique, l'invité politique, tous les matins à 8h15 en direct sur Public Sénat. Depuis qu'elle est sénatrice du Rhône, la centriste Muguette Dini a fait de la lutte contre les violences conjugales une priorité. Une loi très attendue est votée à l'unanimité en 2010. Quel bilan peut-on en faire 2 ans après sa mise en œuvre ?